3h06. 3h06, pardon. La dame tout à droite, je crois que c'est le journaliste syrienne. Le personnage juste en face de toi, je crois que c'est... au milieu, c'est monsieur le maire. Au milieu. Bien, mesdames, messieurs, merci d'être parmi nous. J'ai le plaisir d'accueillir, pour parler des révolutions arabes, Monsieur Michael Ayari, qui est ici à la droite de votre côté, à l'extrême gauche de mien. Monsieur Ayari, il est docteur en sciences politiques et il est également associé à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe qui se trouve basé à Aix-en-Provence. Très content de l'accueillir parmi nous. J'ai Madame Kohnbani, Allah de son prénom. Elle est journaliste d'origine syrienne et elle est journaliste indépendante. Elle est en France depuis 1975, mais elle rentre récemment de Syrie. Elle va pouvoir nous raconter un peu ce qui se passe. Et puis, dans sa vie, elle a rencontré Dominique Bromberger, que tout le monde connaît, qui est ici d'ailleurs, que je salue. Il est quand même un grand journaliste que tout le monde a en mémoire. Non, il va revenir. Il va arriver. Rachad Hachem, à ma gauche, et qui est membre du collectif des Libyens d'Europe. Elle participe en effet, depuis longtemps déjà, aux activités du monde progressiste et démocratique qui s'élève contre le pouvoir de Kadhafi en Libye. Elle est enseignante. Il y a beaucoup d'enseignants, c'est vrai. Elle est enseignante à l'Université du Mirail à Toulouse. Et puis il y a M. Mansouri, lui, il est historien et il enseigne à l'école pratique des hautes études à Paris et il est d'origine tunisienne, disons qu'il est franco-tunisien, comme ça les choses sont plus simples. Et il va aussi nous parler de ce qui s'est passé en Tunisie, de ce qui peut encore se dérouler en Tunisie. Donc là, vous avez trois endroits sensibles. La Syrie, la Libye, la Tunisie, mais la culture des uns des autres fait qu'ils dépassent le cadre de leur pays d'origine pour pouvoir parler de l'ensemble du monde arabe. Soyez bienvenus, je vous remercie d'être parmi nous. On peut les applaudir. Alors Tunisie, Égypte, Libye, Syrie, Yémen, Maroc, Algérie, Somalie, Iran, le monde arabo-musulman est en pleine effervescence. Depuis la révolution de Jasmin déclenchée en décembre en Tunisie, les peuples se révoltent contre des régimes souvent corrompus, en place depuis des dizaines d'années et qui se maintiennent ou se maintenaient par la force de leur régime policier ou armé. C'est ainsi que le président tunisien Zine Ben Ali a exercé le pouvoir pendant 24 ans. Hosni Moubarak était président pendant 30 ans, mais auparavant il était vice-président sous Sadat depuis 1975. Le président yéménite Ali Abdullah Saleh est à la tête d'un pays réunifié depuis 33 ans. Quant à la palme de la longévité, elle revient au colonel Kadhafi qui s'est imposé suite à un coup d'État en septembre 1969 et depuis 42 ans, il est l'homme fort de la Libye. Partout, dans tous ces pays, une demande pour davantage de démocratie et de liberté. On ne l'avait pas senti venir, disent encore aujourd'hui certains diplomates. Alors, comment expliquer que tout soit venu d'un coup?
Comment, d'une révolte dans un pays, la Tunisie, on a pu en arriver à cet effet boule de neige et surtout, vers quel chemin, vers quel destin ces pays peuvent-ils se diriger? Comme l'expliquera l'un de nos intervenants de ce soir, Saber Mansouri, l'avenir politique d'une nation se construit aussi sur des vérités, des douleurs et des injustices révélées. Le monde arabe, c'est aujourd'hui près de 338 millions d'habitants répartis dans une vingtaine de pays, 21 très précisément. La révolution y est en cours. C'est vrai qu'on a l'impression que l'on s'enfonce dans une crise sans fin, mais c'est ne voir que la moitié vide du verre, expliquait fin 2009 Moussef Marzouki, un adversaire indéfectible de la dictature tunisienne. Fin 2010, la Tunisie sera donc le premier pays à se soulever. Depuis, un vent démocratique souffle partout du Maghreb à l'ouest au Machrek à l'est. Il ébranle le monde entier, pousse l'ensemble des diplomaties à réviser tous leurs discours, et comme le note Edwin Plenel, le monde arabe semble détenir à nouveau les clés de l'avenir du monde en ce début du XXIe siècle. Une révolution qui met en évidence également l'importance des nouveaux moyens de communication, Internet, Facebook, Twitter. Ceux-ci dépassent en effet les moyens officiels, souvent muselés, que sont la presse écrite ou audiovisuelle dans des régimes non démocratiques. C'est aussi ce qui explique que les soulèvements ne gagnent pas un certain nombre de pays dont l'accès à ces moyens de communication modernes est inconnu ou du moins balbutiant. Une révolution, explique le sociologue Edgar Morin, qui va même plus loin. En se soulevant au nom d'idéaux démocratiques, les peuples arabes nous remettent d'aplomb. Ils nous sortent de cette torpeur d'Occident où nous étions de plus en plus désorientés à force d'avoir perdu notre Orient. Les vieilles générations sont désabusées par les fausses promesses et les faux espoirs. Les jeunes générations sont plongées dans le désarroi. Voici que le monde arabe survient en vigoureux démenti. L'espérance est de retour, écrit-il. Ces révolutions, tant en Tunisie qu'en Égypte qu'en Syrie, n'ont pas eu lieu d'un coup de baguette magique. Elles sont le fruit de sacrifices consentis par des milliers, voire des millions de personnes longtemps harcelées, privées de tous leurs droits, arrêtées, torturées et condamnées à des peines de prison souvent extrêmement lourdes pour une simple opinion ou pour une prise de position politique. La Tunisie, agitée depuis des années par une montée de la colère sociale, toujours réprimée ou éteinte dans l'œuf, avec le soutien bienveillant de nombreux gouvernements occidentaux, dont la France, Michel Alliot-Marie, alors ministre des Affaires étrangères, n'a-t-elle pas proposé le savoir-faire policier français pour mater les manifestations dans un discours dont on se souvient à l'Assemblée nationale. La Tunisie donc a explosé à la suite de l'immolation par le feu le 17 décembre dernier de Mohamed Bouazizi, un jeune commerçant ambulant de 26 ans originaire de Sidi Bouzid, dans le centre du pays. Il n'en pouvait plus des tracasseries policières, de la confiscation de son état, l'illustration d'un mal-être général d'une jeunesse qui n'a que trop enduré chômage, confiscation de la parole, censure. Le président Ben Ali et son épouse, ainsi que ses proches, ont gagné d'abord les Émirats arabes unis, puis l'Arabie saoudite, avec un beau pactole d'or dans leur poche. Aujourd'hui, le régime tunisien demande leur retour pour qu'ils soient jugés devant un tribunal militaire. 18 actions en justice sont engagées contre eux, notamment pour homicide volontaire, complot contre la sûreté intérieure, incitation à provoquer des désordres, trafic et usage de stupéfiants. Puis la révolte a gagné l'Égypte. Le président Hosni Moubarak, à la tête du pays depuis plus de 30 ans, a été démis le 11 février, après plusieurs semaines de résistance et une certaine approbation, dirais-je, bienveillante de l'armée. D'abord en résidence surveillée à Sharm el-Sheikh, il est aujourd'hui incarcéré, il est poursuivi pour corruption et enrichissement personnel. Une partie de la Libye s'est elle aussi soulevée contre son président, Mouammar Kadhafi. Cette fois, la communauté internationale s'est alliée de façon très précautionneuse aux révoltés, pensant sûrement qu'il ne serait pas trop difficile de se débarrasser d'un leader d'un leader qui a été souvent présenté, comme l'un des leaders du terrorisme international, avant d'être reçu bien sûr à Paris sous sa tente de Bédouin. Mais avec son armée et ses mercenaires, il résiste le bourg. Il résiste tant et si bien que la nouvelle armada lancée à ses basques sous la direction de l'OTAN et avec l'aval des Nations Unies commence même à marquer des marques de faiblesse et à se fissurer. Situation complexe aussi en Syrie,
pays qui vit sous le régime de l'état d'urgence depuis 1963. Là, si les Occidentaux déplorent l'usage de la force par le pouvoir en place pour mater la rébellion, les leurs ont fait près d'1 millier de victimes. En revanche, pas question d'intervention militaire. Et même les mesures économiques prises par l'Union européenne ne visent-elles pas directement le chef de l'État, Bachar al-Assad, mais plutôt son entourage. La Syrie joue en effet un rôle clé dans une région particulièrement tendue. Elle peut jouer l'apaisement ou au contraire exacerber les tensions avec Israël. Des régimes autoritaires et dictatoriaux sur lesquels l'Occident s'est longtemps appuyé également dans sa lutte contre une nouvelle mouvance terroriste islamiste, la mouvance Al-Qaïda. Dans les déclarations posthumes, il est à noter d'ailleurs qu'Oussama Ben Laden salue ces révolutions arabes en cours dans le monde arabe. Pour synthétiser ce soir, nous essaierons d'aborder les facteurs déclenchants. La contagion, comment peut-on expliquer la multiplication de ces mouvements en quelques mois, voire quelques semaines, et de s'interroger, peuvent-ils être téléguidés ? Et il faudra également s'interroger sur l'avenir de ces mouvements, que ces mouvements vont pouvoir engendrer. Vont-ils s'inscrire comme l'émergence d'une nouvelle classe politique pour ces pays ? L'exemple actuel de la Tunisie sera d'ailleurs intéressant à suivre. Dans ce pays, des mouvements d'humeur se poursuivent, des centaines, voire des milliers de Tunisiens cherchent à fuir le pays pour gagner notamment l'Europe. Quelles évolutions à l'intérieur de ces pays? Quelle démocratie peut-elle voir le jour dans des États où l'armée et la police jouent encore un rôle essentiel? Quels sont les rapports nouveaux qui peuvent naître dans la région? Faut-il revoir notre politique étrangère au Maghreb et au Moyen-Orient? Les aspirations des populations sont claires. Reste que former des institutions démocratiques et changer les mentalités sont des processus de longue haleine. Dans un discours prononcé hier, le président Obama appelle à aider ces nouveaux régimes, assurant que les États-Unis sont du côté des manifestants pour la démocratie. Il a également assuré que le FMI, la Banque mondiale et la Banque européenne pour le développement allaient mettre en place des programmes d'assistance d'abord à destination de la Tunisie et de l'Égypte. Dans ce même discours, il s'est également prononcé en faveur d'un État palestinien démilitarisé sur la base des frontières de 1967. Beaucoup d'interrogations donc et beaucoup de questions, mais une chose est certaine, avec la mondialisation, les télévisions satellitaires et Internet, la preuve est faite qu'on ne peut plus tout à fait gouverner les peuples comme avant. Et puis, excusez ma voix. Merci. Bien, merci pour cette introduction. Je pense qu'on va pouvoir donner la parole d'abord à M. Mansouri, parce que M. Mansouri, il est franco-tunisien, comme je viens de le dire, et c'est justement en Tunisie que, on va pas dire ça a démarré, mais il y a eu quand même une sorte de symbole, les choses ont éclaté, et la problématique de la démocratie dans le monde arabe s'est posée. M. Mansouri. Merci à vous deux, merci à vous d'être... M. Mansouri, vous avez un quart d'heure. Oui, mais de toute façon, je suis venu, je vous assure, sans note. Donc, sincèrement, je suis heureux d'être là et je suis heureux aussi de dialoguer avec vous, parce que au fond, vous nous avez réunis. Alors, pour tout ce qui est de la Tunisie, quand c'est arrivé, c'est quand même un sentiment de bonheur. Cette révolution tunisienne, ce peuple tunisien digne, qui a chassé un tyran, il faut le dire, et qui a mis fin, au fond, à 50 ans d'État incarné dans une personne, d'abord Bourguiba, et puis Ben Ali. Et juste pour faire la transition entre Bourguiba et Ben Ali, il faut dire que, et ça c'est très important, j'espère que ça sera un travail des historiens à faire. Si Ben Ali a pu prendre le pouvoir en 87, c'est à cause, entre autres, des 10 dernières années de la vie politique